Par son architecture et son histoire, le château, situé au centre de Villard-de-Lans, représente un élément fort du patrimoine local. Pendant plus de 2 siècles, cette belle bâtisse va traverser des périodes fastes et des périodes mouvementées. Elle résistera aux 2 incendies du centre-bourg, aux pillages de la Révolution, aux affres des 2 guerres et aux tribulations de l'histoire locale. Cette maison de maître sera d'abord occupée par une succession de familles de notables du Villard-de-Lans. Après un siècle d'aisance, de troubles populaires et de tragédies familiales, le château va connaître l'essor du climatisme, des sports d'hiver et de l'hôtellerie. Fin 1940, le lycée polonais Cyprian Dawid s'y installe pendant 6 ans, portant les valeurs d'humanisme et de résistance. Pour finir, le château accueillera des colonies de vacances avant de tomber à l'abandon. Chaque époque aura laissé des traces derrière les grilles de cette demeure qui vient de faire peau neuve. Son histoire est intrinsèquement liée à celle de Villard-de-Lans. Ce château est resté tel qu'il était depuis l'origine. Il a cette architecture particulière des maisons de maître du Vercors à 4 pans et toiture d'ardoise, qu'on retrouve aussi pour quelques maisons de maître, également à Lens-en-Vercors ou sur Autran-Méaudre. Ce château est en réalité une maison de maître qui a été construite en 1761 par un riche marchand de laine, Jean Piffard, originaire de Valbonnet, et dont le petit-fils sera maire de Villars sous le nom de Jean-Gabriel Julien. L'importance de l'industrie de la laine pendant tout le XVIIe et XVIIIe siècle, laine des moutons du Vercors expédiée à dos de mule à Pont-en-Royans et puis ensuite envoyée à Romans qui était à l'époque la grande cité drapière du Dauphiné. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Jean Piffard entreprend de lancer les bases de cette bâtisse. 2 autres bâtiments prolongeaient la route menant à Grenoble. L'ensemble de ces bâtiments a été détruit, surtout à partir de 1812, pour permettre l'extension de cette bâtisse. Jean-Baptiste Gabriel Julien va faire construire une aile qui va joindre ce bâtiment à l'ancienne ferme qu'il fait aménager en écurie. L'ensemble le plus imposant dans les constructions du Villard-de-Lans. Jean-Gabriel Julien est le maire de Villars qui a notamment mis en place toutes les routes qui ont traversé le Vercors. Donc il a été un maire très important pour Villard-de-Lans. En 1835, Jean-Baptiste Gabriel Julien décède. Il va léguer l'ensemble de ses biens à son neveu, Eugène Bertrand, mais également à sa nièce, Sophie Julien. Les 2 étant pourtant cousins, ils vont se marier. Et de cette union va naître un enfant, Alfred Bertrand, en 1837. Et ce serait à cette occasion-là que le premier arbre aurait été planté dans le parc. La famille Bertrand est une famille de notables très influente au point de vue du plateau, mais également dans le Dauphiné. Elle va subventionner la construction des routes, mais également des adductions d'eau, des bâtiments administratifs. Eugène Bertrand fut maire du Villard-de-Lans, puis conseiller général. Son compagnon d'armes, c'est le docteur Clay. Ensemble, ils vont pouvoir réaliser beaucoup de travaux. C'est à ce moment-là qu'il va décider l'aménagement du parc. Les familles bourgeoises qui se succèdent au château vivent dans l'opulence et côtoient le cercle des notables de la région. Pour assurer leur train de vie et ravitailler tout ce beau monde, la paysannerie courbe l'échine. Au service de cette noblesse, les paysans vont travailler durement. Cultiver les terres, faire les foins, atteler les villardes, sortir du bois. Fallait bien gagner sa croûte et nourrir la marmaille, d'autant plus que les hivers étaient longs, trop longs. En 1854, malheureusement, Eugène Bertrand décède en pleine gloire. Sophie Julien, sa femme, va louer les premières chambres à des villégiateurs qui vont venir découvrir les 4 montagnes, et ceci en 1861. Elle va faire ainsi office d'entité créatrice de l'hôtellerie de tourisme sur Villard-de-Lans. Nous sommes à l'époque où la construction des routes entraîne le désenclavement du massif. Les gens d'en bas montent voir ceux d'en haut. À bord de Patache, ces voitures attelées,
les premiers excursionnistes viennent découvrir les fameuses routes du vide. C'est le début du tourisme. En 1894, Sophie Julien décède. Malheureusement, dans l'héritage, il y a de nombreuses dettes et c'est le tribunal de Grenoble qui va décider la vente forcée du bâtiment. Et c'est Charles Lancelon, qui sera le maire de Cessin, qui va racheter l'ensemble de ses biens. C'est Joseph Léonce Baudouin, du Villard de Lans, qui va louer l'ensemble et va créer l'hôtel du Parc et du Château en ouvrant les premières chambres aux villégiateurs qui vont venir découvrir essentiellement les routes qui ont été percées dans les gorges de la Bourne, mais aussi au Grand Goulet et pour faire des excursions en montagne. Joseph Baudouin va complètement moderniser les bâtiments. Il va aménager le parc en créant un tennis, en plaçant des kiosques aussi. Et au rez-de-chaussée de ce bâtiment, il va y avoir un café. Chose innovante pour l'époque, Joseph Baudouin va faire installer le chauffage central dans son hôtel. En 1912, il va faire une concession à la commune pour que la route puisse être élargie et permettre un meilleur accès à Villars. À la mort du propriétaire Charles Lancelon, sa veuve décide de vendre la propriété. En 1922, la famille Guichard qui tenait l'hôtel dauphinois acquiert l'ensemble des bâtiments. Elle va alors créer la société de l'hôtel du Parc et du Château. En 1926, ils vont commencer les travaux avec notamment les peintures de fresques de l'ensemble du Vercors et ces fresques vont être faites par Barral, un peintre grenoblois. En 1930, la famille Guichard décide de moderniser pour recevoir une clientèle de plus en plus huppée et pour cela, il faut construire un nouveau bâtiment. Et ça va permettre ainsi de faire passer la capacité hôtelière de 20 à 60 chambres. Je suis née à l'hôtel en 1930, ça fait bien longtemps. Au niveau touristique, c'était les très belles années de Villars. Il y avait un grand palace, il y avait les 3 grands hôtels. C'était le top, en fait, si vous voulez. 3 étoiles, à l'époque, c'était 3 étoiles. Dans les années 1920-1930, l'essor des sports d'hiver fait de Villard-de-Lans une station alpine de grande renommée. De nombreux championnats de ski y sont organisés. Les hôtels les plus luxueux accueillent de nombreuses célébrités, parmi elles l'impératrice Zita, le roi du Maroc ou encore Fernandel. L'hôtel du Parc et du Château acquiert lui aussi une belle réputation. À peine modernisé et agrandi, malheureusement, l'hôtel du Parc et du Château va être pris dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. La fréquentation touristique va brutalement diminuer et les hôtels du plateau vont accueillir des réfugiés. Et c'est ainsi que l'hôtel du Parc et du Château va accueillir le lycée polonais. Ça a démarré au moment de la guerre, en 1940. Et puisque l'hôtel était vide, avec la déclaration de guerre et tout, tout s'est arrêté en fait. Mes parents ont décidé de faire cette location pour le lycée polonais. Alors que la Pologne est écrasée de tous côtés, les professeurs Zaleski et Godlewski sont chargés de fonder à Villard-de-Lans le seul lycée polonais en Europe occupée. C'est ainsi que la famille Guichard va louer une partie de l'hôtel pour que s'y installe le lycée Cyprian Norwid avec le soutien de la Croix-Rouge polonaise. Le lycée ouvre ses portes à la mi-octobre 1940. Le but de Zaleski et de Godlewski va être de préserver la culture polonaise, de donner une éducation à tous ces jeunes pour que ces jeunes soient l'élite de la future Pologne. Pendant 6 ans, ce lycée mixte accueillera plus de 800 élèves et professeurs issus de milieux sociaux divers, réfugiés de guerre, soldats démobilisés, mais aussi des enfants de l'immigration économique ancienne. Et le lycée va devenir un lieu de résistance morale, résistance culturelle, résistance militaire aussi. Tous ces élèves et professeurs vont vivre une expérience extraordinaire. Ce fut un lycée refuge, une école pas comme les autres. Les élèves apprennent le français avec le professeur Malbos. Ils participent aux travaux des champs et rencontrent le monde paysan. Ils pratiquent de nombreux sports et découvrent les montagnes alentours.
Pour ces jeunes gens, éloignés de leur pays, Villard-de-Lans devient leur seconde patrie. La célèbre chorale menée par Ernest Berger laissera des souvenirs inoubliables auprès des habitants. Les relations avec les Villardiens vont évoluer au fil du temps. Ils partagent la guerre ensemble, ils partagent les privations. Et donc petit à petit, il va s'installer une relation exceptionnelle avec les Villardiens. Une fois le bac en poche, des dizaines de Polonais gagnent Londres clandestinement pour combattre l'ennemi. D'autres rejoignent les rangs de la résistance et participent activement au combat du Vercors. Combat du Vercors, combat de la libération de la France et du reste de l'Europe. Le bilan pour le lycée est lourd, avec 25 élèves, professeurs ou employés qui périssent et avec une trentaine de déportés, dont 3 ne reviendront pas des camps de concentration. À travers ce lycée, Polonais et Villardiens ont bâti leur amitié, expression de leur humanisme commun. Cet établissement exceptionnel fut un conservatoire de la culture polonaise, un lieu où se formèrent les bâtisseurs de la Pologne moderne. Les portes du lycée se referment en 1946. Élèves et professeurs sont dispersés dans le monde, mais cette expérience les a marqués à jamais et ils ne se perdent pas de vue. C'est ma vie. C'est toute ma vie antérieure. Ces 6 années avec les Polonais. Quand les Polonais sont partis, ça a redémarré. Les merveilleuses années après la guerre, et c'était la fête ici, c'était grand train. Nous atteignons Villard-de-Lans, station climatique réputée. Villard-de-Lans possède un équipement hôtelier et sportif de premier rang. Pour les skieurs confirmés, Villard-de-Lans offre un champ d'action digne de leur capacité, la Côte 2000. Il y avait 4 boîtes de nuit, il y avait des salons de thé. C'est là où il y a eu de très belles années. Et jusqu'en 62 surtout, mes parents l'ont vendu en 62 à la ville d'Avignon. Après avoir eu plusieurs hivers qui étaient très durs parce qu'il n'y avait plus personne. Dans les années 60, l'activité hôtelière est en déclin et l'hôtel du Parc et du Château sera mis en vente. Malgré une forte opposition de la population villardienne, la ville d'Avignon rachète les bâtiments. Ils accueilleront des colonies de vacances pendant 37 ans. Il faudra attendre l'an 2000 pour que cette propriété à l'abandon soit rachetée par la commune. En 2017, un vaste projet d'aménagement du centre-bourg est décidé avec la réhabilitation complète du château. Les chantiers débutent en 2018 et l'aile nord du bâtiment est détruite. Ce château, c'est un élément de patrimoine qui représente à la fois notre histoire, qui représente également toute l'évolution finalement de Villard-de-Lans depuis le XVIIIe siècle. Et l'idée des Villardiens qui sont attachés à ce patrimoine était d'en faire en quelque sorte un emblème, peut-être aussi, une sorte de figuration de l'histoire de notre village. Et c'est pour ça qu'il a été décidé de le restaurer complètement, c'est-à-dire en respectant sa ligne architecturale, mais bien évidemment en l'adaptant aux besoins d'aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, il sera le siège, en quelque sorte, de ce qui fait aussi la richesse de notre territoire, c'est-à-dire le tourisme et aussi le patrimoine de notre village de caractère. Voilà. En 2020, cet ensemble architectural a retrouvé belle allure. Il redevient l'un des points phares du cœur de Villard-de-Lans. Après cette saga historique mouvementée, le château est enfin prêt à accueillir les visiteurs d'un autre siècle.